Merci Alexandre Wizy d'être avec nous pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu de l'Oise, nouveau sénateur, un membre du groupe socialiste. On va évidemment commencer avec vous sur la nomination de Gabriel Attal à Matignon, 34 ans, le plus jeune Premier ministre. Vous êtes de la même génération, vous êtes un tout petit peu plus âgé que lui. Est-ce que c'est un bon signal, celui de l'audace, comme il a dit, sa nomination aussi jeune ? Pour moi, la jeunesse n'est qu'un mot. C'est la formule de Bourdieu. Si on regarde la situation, moi je m'intéresse à ce qui se passe dans la politique. Et d'ailleurs, si on s'intéresse à la politique de la jeunesse, vous voyez que la situation des jeunes dans notre pays, elle est quand même en grande difficulté. Vous avez un pauvre sur deux qui a moins de 30 ans. Vous avez un étudiant sur 3 qui saute un repas. Vous avez un, entre guillemets, client des Restos du Cœur sur 10 qui est un étudiant. Vous avez un taux de chômage des jeunes qui est à 18%. Donc, si vous voulez, dans le symbole, c'est sympathique. Évidemment, je ne vais pas dire le contraire. Mais en revanche, dans les faits, ça ne change rien pour la jeunesse de ce pays d'avoir un Premier ministre jeune s'il mène une politique de vieux, si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire. Que vous redoutez ? Ce que je redoute, parce qu'il n'y a aucun signal qui montre un changement de cap, un changement de direction. C'est la continuité la plus pure, c'est le macronisme à l'état pur, Gabriel Attal. Donc... Gabriel Attal, il est issu du Parti socialiste, il y a été pendant de nombreuses années, il a notamment travaillé avec Marisol Touraine. Est-ce que, pour vous, il représente la gauche ? Mais alors, moi, je ne comprends pas cette histoire de issue d'eux. Je vous le dis sincèrement. A-t-il sourcillé lors de la réforme des retraites ? A-t-il, lorsqu'il était ministre des Comptes publics, cherché à avoir une taxation des super-profits à la hauteur qu'elle devait être ? A-t-il, pendant le moment de la loi immigration, été de ceux qui avaient quand même une espèce de clause de conscience qui apparaissait au niveau du gouvernement ? Jamais. Rien. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce dont il est issu, c'est dans quoi il s'est dissous. Et il s'est dissous dans une forme de libéralisme avec la foi des nouveaux convertis qu'on en connaît un peu. Donc c'est ça la réalité aujourd'hui de Gabriel Attal. Pour vous, ça ne laisse pas présager d'un changement de cap. Vous, au Parti socialiste, qui avez beaucoup fustigé une politique de droite d'Emmanuel Macron, vous n'y voyez pas, vous n'espérez pas un changement de cap ? Absolument pas. Enfin, il n'y a aucun indice dans ce qui est donné aujourd'hui qui laisse espérer quoi que ce soit. Et d'ailleurs, si vous voyez, il y a le président, parce que j'étais son conseiller régional, mais Xavier Bertrand qui disait hier sur une matinale, il n'a pas d'ailleurs tiré toutes les conséquences. Il fallait une coalition avec la droite, puisque sur tous les textes budgétaires, sur tous les textes importants de ce second quinquennat, la droite et les macronistes se sont retrouvés. Voilà. Et donc la droite, on voit bien, d'ailleurs, salue avec beaucoup de joie l'arrivée de Gabriel Attal, tout en regrettant le départ d'Elisabeth Borne. Vous avez le président Retailleau qui dit c'est une bonne chose. Vous avez Eric Ciotti qui dit il a même fait une blague, il est plus à droite que moi. Donc vous avez cette satisfaction d'une partie de la droite de voir arriver Gabriel Attal. Donc non, pour la gauche, c'est pas un bon signal du tout. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez des premiers pas du nouveau Premier ministre ? Il s'est rendu très vite dans le Pas-de-Calais, aux côtés des sinistrés des inondations. Hier, il était dans un commissariat sur le thème de la sécurité, aux côtés de Gérald Darmanin. Est-ce qu'il réussit ces premiers pas pour vous ? Pour moi, c'est important que le Premier ministre montre en effet de la solidarité avec ce qui se passe dans le Pas-de-Calais. Enfin, on est quand même dans une situation où peut-être demain, dans le Pas-de-Calais, on aura les premiers réfugiés climatiques à l'intérieur même de l'Hexagone, tellement la situation est difficile, tellement en effet de mois en mois, on voit que les événements climatiques extrêmes se multiplient. Donc ça, c'est évidemment très bien de le faire. Maintenant, c'est pas parce qu'on fait 2 déplacements que ça engage quoi que ce soit sur la politique qu'on va mener. Donc oui, c'est bien que Gabriel Attal montre du mouvement, mais pour lui-même, mais en soi, ça fait pas tourner le pays, tout ça. Il tarde à former son gouvernement. Est-ce que vous attendez quelque chose de ce nouveau gouvernement ? Non, mais ce que je crains, c'est que ce soit le dernier carré des fidèles autour d'Emmanuel Macron. C'est fini le temps de l'ouverture vers même la société civile. On sent même dans les noms qui sont pressentis et qui circulent, c'est vraiment ce qu'il reste autour du macronisme dans sa version initiale. Donc on est dans un gouvernement qui va être à la portion congrue de ce point de vue-là. Est-ce que vous souhaitez que Gabriel Attal s'exprime très rapidement devant le Parlement et est-ce que vous souhaitez qu'il y ait un vote, qu'il se soumette à un vote ? Je pense qu'il faut qu'il demande la confiance à l'Assemblée nationale. C'est la tradition dans ce pays. Et puis ça lui permettra de faire un discours de politique générale. Donc évidemment qu'il faut qu'il le fasse. Mais vous voyez, on est là. Et le PS s'associera à une motion de censure s'il ne fait pas ? Mais ce sera aux députés d'en décider, bien évidemment. Et c'est la tradition qu'ils le fassent, bien évidemment, parce que c'est la manière pour l'opposition de dire qu'elle ne soutient pas la politique du gouvernement. Mais je vais vous dire, le péché originel de tout ça, c'est quoi ? C'est qu'en 2022, Emmanuel Macron n'a jamais accepté l'Assemblée que lui avaient donnée les Français. S'il l'avait accepté, il aurait construit la coalition avec la droite dont on parlait il y a quelques instants. Pourquoi ne le fait-il pas ? Parce que ça voudrait dire acter
acté le fait que le dépassement macroniste le geste initial du macronisme n'existe plus. Et c'est ça qu'il se refuse à faire. Et c'est pour ça que le pays va qu'un à caen, parce qu'il n'assume pas le fait d'être en coalition de fait avec la droite parlementaire. Lors de sa passation de pouvoir, il s'est adressé aux oppositions et il a dit on ne sera pas toujours d'accord, il y aura du débat, mais je vous promets d'être toujours à l'écoute. Olivier Faure avait boycotté les dernières rencontres de Saint-Denis avec Emmanuel Macron. Est-ce que là, si Gabriel Attal le convie, il ira ? En fait, Olivier Faure, il boycotte les choses où il a l'impression d'être un faire-valoir, si vous voulez. S'il y a des possibilités de travailler sur des sujets, et d'ailleurs le Parti socialiste a voté un certain nombre de lois dans ce quinquennat lorsqu'il considérait que c'était une bonne chose. Donc s'il y a des espaces de travail pour essayer de faire avancer des sujets, nous on n'est jamais ennemis des intérêts du pays. Donc s'il y a des choses à faire, on le fera pour le pays, bien évidemment. Mais on n'ira pas faire le pot de fleurs ou bien le faire-valoir dans des réunions. Ça n'existe pas, ça ne sert à rien. Mais là, Gabriel Attal a dit qu'il réunirait très vite les forces vives, dont les élus de l'opposition, on imagine. Il faut y aller du coup. Il faut voir l'ordre du jour, il faut voir ce qui est proposé comme cadre de travail, il faut voir si c'est juste une énième opération de communication ou si c'est quelque chose de plus sérieux. On nous avait quand même promis en janvier un grand rendez-vous avec la nation, c'est un petit remaniement entre amis. Voilà. Pour vous, c'est ça le rendez-vous, vous attendez pas autre chose? On va voir, mais pour l'instant, on nous avait dit le 8 janvier, donc voilà, la date est déjà dépassée. On va continuer à parler de Gabriel Attal, on va parler d'économie. Vous êtes professeur, vous, d'économie, sujet sur lequel Gabriel Attal notamment est attendu, alors que Bruno Le Maire l'a rappelé en début de semaine, il va falloir trouver des économies. On fait le point avec Quentin Calmet qui nous rejoint. Bonjour Quentin. Bonjour Ariane, bonjour Sandrine. Quentin, dans le remaniement qui se profile, certains ministres pourraient conserver leur portefeuille ministériel à l'image de Bruno Le Maire. Voilà, Bruno Le Maire qui pourrait conserver effectivement Bercy, sauf coup de théâtre majeur. Lundi, il présentait ses vœux aux acteurs économiques, quand d'autres ministres d'ailleurs avaient préféré reporter cette séance de vœux, comme un certain Gabriel Attal. Lundi, c'était sans doute bien vu d'avoir reporté cette séance de vœux, mais on peut le dire que ce n'était pas euphorique l'ambiance à Bercy lundi lors de cette séance des vœux. Le premier risque économique dans le monde, a dit Bruno Le Maire, c'est d'abord un risque géopolitique avec le retour de la guerre dans le monde et sur le territoire européen, a dit le ministre. Il a encore un peu plus refroidi la salle avec un point sur la situation budgétaire du pays. Écoutez Bruno Le Maire. Et je ne voudrais surtout pas gâcher l'ambiance chaleureuse de cette cérémonie de vœux qui me va droit au cœur, mais je rappelle que nous devons trouver au minimum 12 milliards d'euros d'économies pour 2025. Appelons donc un chat, en matière de finances publiques, le plus dur est devant nous. Voilà, Bruno Le Maire qui a également évoqué l'objectif du plein emploi avec une phrase très importante dans son discours. Écoutez à nouveau le ministre de l'économie. Le plein emploi, il est à 5%. 2 points nous séparent de cet objectif. Cet objectif, nous devons tout faire pour l'atteindre et, je le redis, il ne pourra pas être atteint à modèle social constant. Emploi des plus de 55 ans, logement, complexité des prestations sociales, formation, lycée professionnel, RSA, tous ces sujets, le président de la République et la première ministre ont eu le courage de les mettre sur la table. Et bien maintenant, il faut aller au bout de notre réflexion, trancher, prendre des décisions pour pouvoir financer ce modèle social par le plein emploi. Avec une seule volonté, faire revenir au travail le plus grand nombre de personnes. Alexandre Ouzy, une réaction à cette déclaration, cet objectif du plein emploi ne pourra pas être atteint à modèle social constant. Qu'est-ce que vous évoquez ? L'objectif du plein emploi, et tout le monde le partage. Et d'ailleurs, les prévisionnistes sont plutôt inquiets pour ce qui est de l'année 2024. On annonce, aujourd'hui on est à 7,2% de chômage, on annonce 7,9% de chômage à la fin de l'année. Je suis absolument pas d'accord évidemment avec ce qui vient d'être dit. Et d'ailleurs, en fait, la réalité, c'est que la politique qui est aujourd'hui menée est déjà une politique qui atteint gravement notre modèle social. Aujourd'hui, on est dans cette paradoxe où on crée de l'emploi et de la pauvreté en même temps. Vous avez aujourd'hui dans ce pays 9,1 millions de pauvres depuis le lancement de la statistique INSEE en 1996, vous m'entendez bien, il n'y a jamais eu autant de pauvres dans ce pays. Donc en même temps qu'il se gargarise de créer de l'emploi, il crée des pauvres, c'est-à-dire qu'il crée des travailleurs pauvres. Donc la question c'est pas le modèle social, la question c'est le modèle économique. Et quand je l'entends dire il faut 12 milliards, de trouver 12 milliards d'économies de dépenses supplémentaires. Ça fait des années, moi vous savez, je l'appelle le verrou de Bercy. Ça fait des années qu'il mène la même politique. La même politique, c'est quoi? C'est une politique de l'offre, mais jusqu'au bout. C'est-à-dire que chaque année, on remet une pièce
dans la baisse de la fiscalité des entreprises, au point que les entreprises françaises qui avaient, il y a un certain temps, un problème de marge, ont aujourd'hui des marges exceptionnelles. Et au lieu de venir se dire que maintenant, il faut qu'on mette un coup de pouce côté demande, au lieu de se dire qu'on va aller travailler sur l'économie de l'essentiel, c'est-à-dire la construction, baisse de 26% des mises en chantier sur un an et des permis de construire, au lieu de se dire tout ça, eh ben, ils balayent cela sur l'autel de sacrifice du modèle social. On va revenir sur les baisses de dépenses publiques, mais sur le modèle social. Est-ce qu'il faut réformer notre modèle social pour le sauver? C'est la question que pose Bruno Le Maire. Mais si vous voulez, ce qu'on appelle réformer le modèle social, c'est toujours retrancher des droits aux salariés, et ben c'est pas ça qui consiste à sauver le modèle social. En fait, c'est le détruire on détruit pas un malade en le tuant. C'est ça le sujet. Donc non, aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rien toucher ou il faut réformer autrement? Personne ne dit qu'il faut rien toucher. La question c'est, je prends l'exemple que donnait Bruno Le Maire parce que c'est celui sur lequel il travaille en ce moment, du travail des seniors. D'accord? Aujourd'hui, le travail des seniors, c'est pas un problème de gens qui veulent plus travailler. C'est le problème de comment les entreprises gardent les seniors en activité. Donc l'idée de les punir en baissant, je finis là-dessus, en baissant leurs indemnités chômage, en baissant leurs allocations, ça crée quoi? Juste de la pauvreté, parce que vous rentrez plus vite dans les minima sociaux au lieu d'être au chômage, donc vous êtes encore moins protégé financièrement. Et la pauvreté continuera d'augmenter. Or, le président de la République a dit dans ses vœux qu'il voulait lutter contre la pauvreté. Première nouvelle, vu ce qui se passe depuis 5 ans dans le pays. On a un des taux d'emploi des seniors les plus faibles de la zone euro. Effectivement, depuis fin novembre, pour lutter contre ce phénomène, le ministre de l'économie a évoqué l'idée de réduire les indemnités chômage pour les seniors. Les partenaires sociaux sont en train de négocier, ils sont très sceptiques. Vous le dites clairement au gouvernement, c'est une ligne rouge. Mais évidemment. Évidemment, vous prenez les gens qui sont le plus en difficulté face à l'emploi, vous l'avez dit, c'est la situation des personnes de plus de 55 ans par rapport aux autres pays. À aller sur le marché du travail. Mais vous croyez vraiment que... c'est quoi la vision que le gouvernement a des Français? Ils croient que contrairement aux autres pays, les Français, quand ils arrivent à 55 ans, ils ne rêvent que d'une chose, c'est de se faire virer de leur boîte. Mais c'est n'importe quoi de penser ça. La question est le travail. D'ailleurs, il y a une partie des réflexions qui est sur des 4/5e, d'autres modalités qui peuvent être intéressantes. Mais se dire que juste on va aller couper dans les indemnisations chômage, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des gens qui vont basculer vers les minima sociaux. Vous allez vers le RSA. Mais est-ce que ça va pas éviter aussi certaines entreprises, parce que vous le savez, il y a la tentation chez certaines entreprises de mettre ces seniors en retraite anticipée et de s'en débarrasser entre guillemets plus vite? Est-ce que la réforme des règles n'évitera pas ça aussi et permettra un maintien dans l'emploi? Moi, je pense que la réforme des règles va créer des pauvres. Créer des personnes âgées pauvres dans notre pays. Et ça, c'est pas une solution. Voilà. Quentin, Bruno Le Maire a déjà évoqué 2 futurs textes de loi qui arriveront dans les premiers mois de 2024. Voilà, il a déjà parlé, effectivement, dans ce discours des vœux, de 2 prochains projets de loi qu'il va présenter. Effectivement, il a commencé en évoquant les bonnes nouvelles pour la France en matière d'investissement étranger. Nous avons su tirer le plein parti du Brexit, a-t-il dit, pour attirer à Paris les plus grands établissements financiers de la planète. Pour enfoncer le clou, il annonce ainsi une loi sur l'attractivité financière de la France. Elle sera présentée au Parlement au printemps 2024. Deuxième sujet que vous voyez d'ailleurs sur cette animation, le gouvernement entend permettre de geler les avoirs des trafiquants, comme c'est possible pour les terroristes. C'est la deuxième annonce de son discours. Que dire des perspectives présentées par Bruno Le Maire? Notamment, on va revenir au début de cette chronique sur la question de la dépense publique et de la réduction de cette dépense publique. On va rentrer dans le dur en 2024, vous le pensez? En tout cas, ils ont clairement annoncé la couleur que 2025 serait une année douloureuse du point de vue de la dépense publique. Mais vous savez, quand on est dans un moment de difficulté économique comme l'on vit aujourd'hui, avec une croissance qui est à taux faible, quand vous touchez à la dépense publique, vous touchez à des dépenses essentielles qui permettent de soutenir la croissance. Donc, évidemment que c'est un mauvais choix. Quand on voit le niveau de réduction d'impôts, il a d'autres solutions. En fait, vous avez des solutions côté recettes ou côté dépenses. Cette majorité refuse toutes les solutions qu'on lui propose côté recettes. Parce qu'on a un taux de prélèvement qui est très fort sur les entreprises. Mais qui est en réduction continue, constante. Plus fort de la zone euro. Et l'effort aujourd'hui, il est porté principalement par les ménages. Il est porté par... Vous avez baissé l'IS, vous avez supprimé les impôts de production. Vous êtes en train de supprimer les impôts de production. Au bout d'un moment, ça suffit. Regardez les taux de marge des entreprises françaises. Regardez l'inflation aujourd'hui. L'inflation, elle est due non plus à des coûts trop élevés, mais elle est due au fait que les entreprises pratiquent des marges sur les prix qui ont augmenté. Donc vous voyez, les entreprises françaises ne sont pas en difficulté. C'est faux de présenter les choses comme ça. Et donc aujourd'hui, le problème, c'est de protéger les Français. On est dans un moment où on doit protéger les Français.
Français. Et donc ça implique de faire des choix. Et le choix, si on doit transférer 12 milliards d'impôts aux entreprises pour protéger les Français, il faut le faire. Un mot là-dessus, parce qu'on ne connaît pas la composition du gouvernement, mais on a appris hier que Emmanuel Moulin, l'actuel directeur du Trésor, allait être le directeur de cabinet de Gabriel Attal. Est-ce que c'est un proche de Bruno Le Maire? Est-ce que vous y voyez le signe d'une rigueur budgétaire à venir? En fait, il ne s'en cache pas de la rigueur budgétaire. Il le dit, je vous le dis, au bas mot, il va falloir trouver 12 milliards d'euros. Donc oui, mais le fait que ce soit ce profil de directeur de cabinet qui a été choisi, c'est en effet un signal d'une... Enfin, ce n'est pas pour rien qu'il choisit ce profil. Après, vous savez, quand on choisit ses collaborateurs, on choisit des gens avec qui on se sent à l'aise de travailler. Il y a plein d'autres critères qui rentrent en compte. Je ne sais pas s'il faut voir des signaux partout, mais en effet, en tout cas, il y aura quelqu'un qui aura un œil sur les comptes du côté de Matignon avec ce profil. Oui, on le disait, donc 2 textes qui vont arriver au Parlement, une loi sur l'attractivité financière de la France et une deuxième projet de loi sur, effectivement, les trafics de stupéfiants. Qu'est-ce que vous pensez de ce programme? Alors, sur la question de l'attractivité financière, je ne connais pas le détail du texte, évidemment, puisqu'il n'existe pas. En revanche, ce que je sais, c'est que si la logique, c'est la même que celle de l'amendement FIFA, c'est-à-dire de faire un cadre d'exception pour permettre l'arrivée de certains acteurs, etc. On avait vu dans le budget, retoqué par le Conseil constitutionnel. Exactement, retoqué par le Conseil constitutionnel, donc qui n'aura pas lieu, alors que tout le Sénat, à l'unanimité, lui avait dit c'est une mauvaise idée de faire ce type d'exemption, etc. Ça avait été conservé avec le 49.3. Exactement. Si l'attractivité financière, elle se paye du fait de transformer ce pays en un paradis fiscal, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible, c'est pas souhaitable. Et sur la question de la lutte contre les stupéfiants, évidemment que c'est une bonne chose de s'attaquer à ce type de sujet. Mais encore une fois, vous me demandez de commenter quelque chose un petit peu dans le vide parce que j'ai pas de texte sous les yeux et c'est pas évident de vous répondre, quoi. On verra ça dans les prochains mois. À tout à l'heure. Oui, je reviens dans le club. On parlera effectivement de la gauche qui demande à pouvoir voter après le discours de politique générale qui va intervenir bientôt dans les prochains jours de Gabriel Attal. On parle de tout ça dans un peu plus d'une demi-heure avec vous, Quentin. À tout à l'heure. On va voir l'actualité dans votre département de l'Oise. Pour ça, on retrouve Jean-Marc Chevauché, rédacteur en chef adjoint au Courrier Picard. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être avec nous. Jean-Marc, on le disait, Alexandre Wizy est tout nouveau sénateur élu en septembre dernier. Vous souhaitiez revenir là-dessus? Oui, monsieur Wizy, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes sénateur depuis septembre, en effet. Vous avez succédé à Laurence Rossignol qui n'a pas été choisie par les militants PS de l'Oise comme vous l'avez été. Elle est partie se faire élire dans le Val-de-Marne. Ma question est toute simple. Vous avez reçu ses vœux pour cette nouvelle année ? Je n'ai pas encore reçu ces vœux, mais je vois ce qu'il y a derrière votre question. Non, moi, écoutez, dans l'Oise, il y a un choix qui a été fait par les militants et les élus parce qu'ils pensaient que c'était le bon choix. Mais moi, je suis heureux que... Et d'ailleurs, dès l'annonce de ce choix, la fédération a immédiatement communiqué en disant qu'on souhaitait que Laurence puisse continuer ses combats. On est heureux qu'elle le fasse ici, au Sénat, où elle a une parole utile et qui porte loin. Voilà. Jean-Marc, vous avez eu votre réponse? Vous avez eu votre réponse, super. Merci Jean-Marc. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. La une du Courrier Picard dans son édition de l'Oise ce matin. Si vous voulez nous en dire un petit mot, Jean-Marc Chevauché, on s'engage contre la précarité énergétique. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est la une de l'Oise. Il y a à l'intérieur du journal un autre dossier qui nous tient à cœur. Ce sont les féminicides qui ont eu lieu encore cette année en Picardie. Alors cette fois, c'est pas l'Oise qui, en 2023, n'a pas été frappé par ce drame comme l'ont été les autres départements, mais la Somme est dans le peloton de tête des départements français et évidemment, ça ne réjouit personne. Merci Jean-Marc, c'est à lire aujourd'hui dans le Courrier Picard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va parler des européennes, c'est la prochaine échéance électorale. Alexandre Wizy, vous travaillez là-dessus pour le Parti socialiste. Est-ce que la nomination de Gabriel Attal est pour vous la meilleure arme anti-Rassemblement national en vue de cette élection ? Non, je crois pas. Je pense que la meilleure arme, elle s'appelle Raphaël Glucksmann, mais ça vous surprendra pas. Tout simplement parce qu'en fait... Qui est pressenti pour être tête de liste Place Publique et Parti socialiste. Exactement, qui est pressenti pour diriger, pour conduire cette liste. Je pense que c'est la meilleure arme parce qu'en fait, Gabriel Attal, c'est l'ultime tentative pour essayer de maquiller le retour des clivages. Or, on le voit sur tous les grands sujets, sur tous les grands dossiers, les clivages réapparaissent au point que sur la loi immigration, cette majorité s'est fracturée. Et donc, on a besoin de clarté dans l'élection européenne. Et Raphaël Glucksmann, c'est l'antithèse
de Jordan Bardella à tout point de vue, sur les droits humains, sur l'Ukraine par rapport à la Russie, sur tous les grands thèmes qu'il porte. Et donc je pense que la meilleure arme, c'est Raphaël Glucksmann, parce qu'au niveau européen, vous savez, le débat n'est pas comme franco-français. Le grand groupe au niveau européen, c'est le groupe du Parti socialiste européen. Et donc si vous voulez peser sur le destin de l'Europe entre un avenir conservateur et un avenir de progrès, eh ben, le choix, c'est Raphaël Glucksmann. C'est pas le petit groupe parlementaire qui constitue la majorité présidentielle qui a du sens au niveau européen. Pourquoi tant tarder à le désigner officiellement? Bon, on tarde pas, on a juste des processus. Vous savez, on est dans un parti profondément démocratique au Parti socialiste. On est dans le moment où nous-mêmes, nous choisissons nos candidats, nous faisons émerger des candidatures. Il y a quand même une génération forte qui s'est installée au sein du Parti socialiste, et je pense que la liste sera aussi le reflet de cela. Et du coup, c'est juste qu'on est en train de travailler à tout ça. Voilà. Et d'ailleurs, Olivier Faure a dit, je crois, dans une matinale il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas vraiment de suspense. Voilà, il n'y a pas vraiment de suspense sur le fait qu'on est parti pour travailler ensemble. Mais est-ce que vous ne craignez pas que cette élection se résume désormais à un duel Attal-Bardella? Je crois pas. Je crois que les gens ont envie c'est une élection où le scrutin national ne pèse pas à 100%. Sinon, les Verts n'auraient pas fait la percée qu'ils avaient pu faire la dernière fois. Je crois que les gens ont envie de voter sur tout simplement ce qu'est l'avenir de l'Europe. Ça devient un objet politique qui les concerne, dont ils voient l'utilité au jour le jour. On pensait que la paix était aussi naturelle que l'air qu'on respire. On voit qu'à quelques milliers de kilomètres de chez nous, il y a 2 guerres au Levant et en Ukraine. Donc tout ça, évidemment, crée un contexte favorable au débat européen, à la profondeur du débat européen. Quel est votre objectif? C'est quoi? C'est d'être en tête des listes de gauche? Je pense qu'on peut se donner, les meilleurs objectifs du monde. Vous savez, moi, je suis pas trop à raisonner par objectif. Je vais pas vous donner un chiffre, ça aurait pas vraiment de sens. Non, mais sans chiffre, voilà. Quel est votre objectif? L'objectif, c'est de faire basculer l'Europe. Voilà, de faire basculer. Donc ça ne se passe pas qu'en France. L'objectif, c'est de contribuer à être de ceux qui font basculer l'Europe vers une option progressiste, d'éviter la contagion qu'on observe parfois des idées d'extrême droite sur différentes plaques européennes. Je ne sais pas si vous avez vu quand même ce qui s'est passé dans la rue à Rome il y a quelques jours avec des saluts nazis. Enfin, tout ça évidemment est mauvais dans l'air du temps. Donc nous, il faut qu'on arrive à contrarier ça par une autre vision de l'Europe qui assume à la fois d'être un objet de puissance dans le monde, mais qui assume un modèle social exigeant, qui assume une certaine vision de l'économie, une certaine vision du partage, de l'entraide. C'est ça qu'on veut porter dans cette élection. Alors c'est une élection européenne évidemment, mais difficile d'imaginer qu'elle n'aura aucun impact sur le plan national. Est-ce qu'il n'y a pas au Parti socialiste une volonté, en tout cas un espoir d'arriver en tête des listes de gauche et ainsi de redécider la NUP en affaiblissant la France insoumise? Non, en fait, moi je suis pour, alors là je vous le dis très simplement, pour moi on ne doit pas faire de campagne négative. Voilà, ça ne va pas être la liste Glucksmann qui tape sur la liste de Manon Aubry et la liste de Marie Toussaint. Pour moi, ce sont tous des gens, les trois dont on parle sont des gens extrêmement valables. Le sujet, il n'est pas celui-là. Le sujet, il faut que... je finis juste là-dessus. Le sujet, il faut que l'ensemble des listes de gauche, parce que c'est une élection à la proportionnelle, ce n'est pas la même logique qu'un scrutin uninominal à 2 tours, l'ensemble des gauches fasse le plus grand score possible. Parce que si la gauche, dans son ensemble, fait un très large score, évidemment, je serais heureux qu'on arrive en tête des listes de gauche, parce que, évidemment, je soutiens la candidature de Raphaël Glucksmann, mais plus on fera un large score, plus on incarnera l'alternative aux macronistes par rapport à l'extrême droite. Mais si vous voulez pas de campagne négative, quand vous entendez Manuel Bompard, qui sera à votre place dans quelques secondes, qui dit qu'il y a de l'irresponsabilité, qui serait irresponsable de ne pas avoir, que la NUP ne soit pas en capacité d'avoir une liste commune, qu'est-ce que vous dites de ça ? Non, ce qui serait irresponsable, c'est de faire une campagne négative les uns contre les autres. Ça, ce serait irresponsable. Si tout le monde fait valoir sa proposition, fait valoir aussi ses nuances, le débat, il y gagne. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Ce qu'il faut, en revanche, c'est qu'après ce moment, qui est un moment de séparation, on prépare soigneusement ce qui va arriver en 2027. Parce que là, en revanche, le mode de scrutin appelle l'unité, appelle le travail commun, appelle le dépassement de nos différences, et c'est ça qu'il faut reconfigurer. Est-ce que ça veut dire que le moratoire qui est en cours actuellement, puisque le PS a suspendu sa participation à la NUP, va durer jusqu'aux européennes ? Ça veut dire que le moratoire, vous savez, je crois que Boris Vallaud, qui est président du groupe socialiste à l'Assemblée, et Olivier Faure ont donné un peu le modus operandi. Il faut retrouver des règles entre guillemets, de vie commune qui fonctionnent.
Donc il faut basé sur quoi? Donc ça veut dire qu'il faut que dans la manière dont on s'exprime les uns avec les autres, on accepte que le choix de l'un n'engage pas l'autre et que donc si l'autre ne fait pas exactement le même choix que nous, c'est pas parce qu'il est méchant ou parce que c'est un ennemi, mais parce que juste il y a des nuances entre nous. Tout ça, il faut réussir à le recadrer parce que les gens, les uns et les autres, il n'y a pas que le Parti socialiste visiblement, ne se sentaient plus tout à fait à l'aise dans la manière dont les choses fonctionnaient. Voilà. Mais ce qui est la spécificité quand même d'Olivier Faure et de cette majorité, c'est que nous n'avons jamais perdu la vision et l'objectif de l'unité en 2027 parce que nous voyons la responsabilité historique qu'il y a devant nous avec Marine Le Pen. Merci Alexandre. Merci à vous.